Leçon numéro 12 des droits et libertés fondamentaux. Dans cette leçon, nous allons répondre à la question suivante. La question prioritaire de constitutionnalité a-t-elle renforcé la protection des droits et libertés fondamentaux en France? Pour répondre à cette question, nous allons développer notre raisonnement en deux grandes parties. Premièrement, une révolution démocratique du contrôle a posteriori au service des droits et libertés. Deuxièmement, un instrument de redéfinition institutionnelle puissant mais porteur de limites. Dans un entretien au journal Le Monde, le dimanche 7 mars, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, salue le succès de la question prioritaire de constitutionnalité instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et mise en œuvre le 1er mars 2010. Il évoque, je cite, « La QPC révèle que la France est devenue une démocratie suffisamment mûre pour accepter pleinement l'état de droit. La Constitution jusqu'à présent était quelque chose d'inatteignable, c'était l'affaire des politiques et pas des citoyens. La QPC permet à chacun de se prévaloir de la Constitution. » En effet, la QPC résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et figure à l'article 61-1 de la Constitution. Ce texte permet, à l'occasion d'une instance, de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La loi organique du 10 décembre 2009 organise la procédure et introduit notamment les articles 23-1 et suivants relatifs à la saisine devant les juridictions ordinaires et aux filtres exercés par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Cette innovation met fin à l'exception française d'un contrôle concentré essentiellement a priori, en ouvrant un contrôle a posteriori accessible aux justiciables, tout en confirmant que seul le Conseil constitutionnel déclare une disposition contraire à la Constitution et en prononce l'abrogation pour l'avenir selon l'article 62. Dès lors, la question est de savoir si la QPC a effectivement renforcé la protection des droits et libertés fondamentaux ou si elle a surtout reconfiguré le système institutionnel en redistribuant les rôles entre juges et législateurs. La QPC apparaît d'abord comme une révolution démocratique du contrôle de constitutionnalité qui densifie la protection concrète des droits garantis par le bloc de constitutionnalité et ouvre un accès direct aux justiciables. Elle constitue ensuite un puissant instrument de redéfinition institutionnelle, renforçant le Conseil constitutionnel et requalifiant le rôle des juges ordinaires, mais au prix de limites et de tensions liées au filtrage, aux effets différés et à la pression sur l'agenda législatif. Premièrement, une révolution démocratique du contrôle a posteriori au service des droits et libertés. Nous verrons tout d'abord que la QPC est un outil efficace de défense des droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC vise exclusivement les droits et libertés que la Constitution garantit au sens des articles 23-1 et suivants de la loi organique du 10 décembre 2009. Elle permet d'invoquer l'ensemble du bloc de constitutionnalité. Il s'agit des garanties issues de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de 1946 et de la Charte de l'environnement de 2004. L'intérêt de ce contrôle a posteriori tient à son caractère concret. Il s'exerce sur une loi entrée en vigueur et appliquée à la différence du contrôle a priori abstrait. Cette concrétisation modifie parfois l'angle des griefs. L'exemple des contentieux relatifs à l'âge de la retraite l'illustre bien. En contrôle a priori, le Conseil a pu examiner les atteintes supposées à des principes comme le droit au repos. Par la QPC, des requérants ont plutôt souligné les effets sur l'accès à l'emploi et à la perte d'emploi, ce qui a conduit à un examen différent des atteintes alléguées dans la décision du 4 février 2011. Surtout, des décisions emblématiques attestent d'un surcroît de protection. La décision garde à vue, QPC du 30 juillet 2010, a censuré l'absence d'accès immédiat à l'avocat,
sur le fondement des droits de la défense et de la présomption d'innocence, en référence à l'article 9 de la Déclaration de 1789. La décision QPC du 25 avril 2014 a sanctionné l'insuffisance des garanties offertes aux personnes détenues en exigeant des modalités respectueuses des droits subsistant en détention. La décision QPC du 31 janvier 2020 a reconnu la protection de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité, comme objectif de valeur constitutionnelle, consolidant l'effectivité de la Charte de 2004. Enfin, le bilan chiffré dressé à l'occasion des 10 ans de la QPC met en évidence une consolidation globale des libertés, même si la doctrine relativise parfois cet enthousiasme en rappelant que le Conseil a prononcé une majorité de décisions de conformité. Les abrogations partielles et les réserves d'interprétation n'en ont pas moins produit des effets sensibles dans la vie juridique ordinaire. Passons maintenant à un accès direct offert aux justiciables encadré par un filtrage nécessaire. La QPC est posée devant toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif, en première instance comme en appel, par un écrit distinct et motivé conformément à l'article 23-1 de la loi organique. Elle est dite prioritaire car selon l'article 23-2 et la décision DC du 3 décembre 2009, l'ordre d'examen impose de traiter d'abord la QPC avant tout grief de conventionnalité. Le dispositif confère ainsi aux justiciables un droit d'accès au juge constitutionnel par l'intermédiaire du juge ordinaire, droit autrefois réservé aux autorités politiques en contrôle a priori. Ce droit est toutefois peaufiné par 3 conditions cumulatives de transmission vers le Conseil d'État ou la Cour de cassation, puis de renvoi vers le Conseil constitutionnel. La disposition doit être applicable aux litiges ou constituer le fondement des poursuites. Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution. La question doit enfin présenter un caractère sérieux et devant les juridictions suprêmes, un caractère sérieux et nouveau. Les délais sont contraints. La décision QPC du 15 février 2012 rappelle l'exigence de statuer dans les 3 mois, à peine de renvoi automatique. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé ce filtrage compatible avec les exigences du procès équitable dans l'arrêt Renard contre France du 17 septembre 2015. Au total, l'accessibilité est réelle, le filtrage évite les questions dilatoires et garantit la pertinence du contentieux. L'ouverture du prétoire constitutionnel aux citoyens transforme le contrôle en profondeur. Elle démocratise le contentieux des libertés sans dénaturer la hiérarchie des normes. Passons maintenant à la partie numéro 2, un instrument de redéfinition institutionnelle puissant, mais porteur de limites. Nous allons débuter par le renforcement du Conseil constitutionnel et la reconfiguration du rôle des juges ordinaires. La QPC a accru la centralité du Conseil constitutionnel comme juge de la conformité des lois à la Constitution. La primauté constitutionnelle a été fermement rappelée par la décision DC du 19 novembre 2004, ainsi que par les arrêts Saran du 30 octobre 1998 du Conseil d'État et Fraisse du 2 juin 2000 de la Cour de cassation, primauté qui s'impose même face au droit de l'Union. La décision DC du 12 mai 2010 confirme que le Conseil constitutionnel demeure l'unique autorité habilitée à prononcer l'inconstitutionnalité d'une loi. A l'inverse, le Conseil d'État et la Cour de cassation conservent la maîtrise du contrôle de conventionnalité. La coopération est donc structurée, chacun restant dans son office. Ce renforcement s'accompagne d'un pouvoir redoutable lié au changement de circonstances de droit ou de fait. La QPC permet ainsi au Conseil de revenir sur une conformité antérieure si ces circonstances évoluent. L'autorité relative de la chose jugée en contrôle a posteriori confère au juge constitutionnel une capacité d'actualisation de la norme. En pratique, le juge ordinaire devient gardien du filtre. Il exerce une appréciation sur le sérieux de la question.
Il opère ainsi un premier tri qui, sans être un contrôle au fond, suppose de qualifier l'apparence d'inconstitutionnalité. Cette posture est nouvelle pour un juge traditionnellement juge d'application de la loi. La tension avec la célèbre décision Arrighi du 6 novembre 1936 n'est pas ignorée. Elle est résolue par l'architecture procédurale qui réserve la déclaration d'inconstitutionnalité au seul Conseil, tout en confiant aux juridictions ordinaires la priorisation et la transmission. Passons dans la dernière sous-partie, l'immixtion du juge constitutionnel dans la fonction législative, ses effets utiles et ses limites. L'extension des possibilités de saisine a intensifié le contrôle exercé sur le législateur. Sur des sujets sensibles, le Conseil a imposé des corrections rapides. La décision QPC du 9 juin 2011 sur l'hospitalisation d'office a conduit à légiférer dans un délai court. Plus largement, les abrogations assorties d'effets différés au titre de l'article 62 permettent d'éviter des vides juridiques et d'assurer la sécurité juridique. Le Conseil devient de facto un acteur de la temporalité normative, car il décide le maintien provisoire de dispositions inconstitutionnelles pour laisser au Parlement le temps d'intervenir. Cette pratique alimente l'idée d'un Conseil co-législateur. Elle se comprend comme une technique de modulation des effets au service de la stabilité, mais elle nourrit aussi la critique d'une pression sur l'ordre du jour parlementaire. Pour autant, le Conseil a veillé à préserver les prérogatives du législateur. En réaffirmant la hiérarchie des normes, il n'a pas substitué son appréciation d'opportunité à celle du Parlement. Il encadre, il n'édicte pas la politique publique. La reconnaissance d'objectifs de valeur constitutionnelle comme la protection de l'environnement dans la décision QPC du 31 janvier 2020 illustre ce point. Elle oriente l'action du législateur sans s'y substituer. Enfin, certaines limites relativisent l'effet utile pour le justiciable individuel. Le taux de décision de conformité est significatif. Une part importante des abrogations produit des effets différés qui ne s'appliquent pas aux litiges en cours, sauf mention contraire. La protection systématique des droits y gagne, mais l'utilité immédiate peut parfois faire défaut à l'auteur de la QPC. Je vais maintenant conclure en vous précisant que finalement la QPC a indéniablement renforcé la protection des droits et libertés fondamentaux. Elle l'a fait d'abord en ouvrant un contrôle concret au bénéfice direct des justiciables, en densifiant l'office du juge constitutionnel et en imposant des corrections rapides du législateur sur des points sensibles comme la garde à vue, les droits des personnes détenues ou la protection de l'environnement. Elle l'a fait ensuite en réorganisant l'équilibre institutionnel, sans pour autant renverser la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel est conforté dans son rôle de gardien de la Constitution. Les juges ordinaires, eux, deviennent les pivots du filtrage dans des délais garantis et sous le regard de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, les limites existent, le filtrage écarte des questions qui peuvent paraître sérieuses à l'échelle individuelle. L'effet différé fondé sur l'article 62 peut priver de portée immédiate la décision pour le requérant. L'influence sur l'agenda législatif nourrit la critique d'un gouvernement des juges, mais ces limites tiennent davantage à l'ingénierie institutionnelle qu'à une faiblesse de la garantie des droits. En définitive, la QPC a transformé une culture, elle a replacé la Constitution au sommet effectif de l'ordonnancement en assurant à la liberté et à l'égalité issue de 1789 une protection vivante et réactive dans le contentieux du quotidien. C'est bien ainsi que la révolution de velours s'est traduite en protection accrue, concrète et contrôlée des droits et libertés fondamentaux. C'était la leçon numéro 12 sur la question prioritaire de constitutionnalité. Je vous remercie.